L'analogie est un procédé extrêmement répandu en science et extrêmement fécond, mais en même temps, le mot analogie est galvaudé, ce qui fait qu'on ne s'y retrouve pas toujours facilement. Au départ, les Grecs parlaient d'analogia, ce qui signifie le même rapport ou le même langage. On pourrait dire la même raison en fait, parce que ça a été traduit par les latins par proportio, qui a donné chez nous proportion. Analogia, ça désignait ce rapport mathématique qui fait que A sur B est égal à C sur D. Et par extension, ça en est venu à désigner cette formule de rhétorique qu'on trouve dans le langage quand on dit ce que A est à B, C l'est à D. Simplement, il faut bien voir cette formule, ce type d'expression, ça a préexisté d'une certaine manière. On trouvait déjà chez Héraclite, avant même que la proportion mathématique soit formalisée, on trouve une expression qui veut dire l'homme, le singe est à l'homme ce que l'homme est à Dieu. Donc c'est une façon de raisonner très universelle, très, très commune, et qui plus est, en dehors même de cette expression, on pourrait dire cette opération de l'esprit qui consiste à transposer les rapports qu'on trouve dans un domaine dans un autre, bon, eh ben, c'est une façon, c'est peut-être même la première façon que nous avons tous de raisonner. Tout ça pour dire que donc l'analogie, c'est un terme très ancien qui a des racines qui sont dès le départ philosophiquement intéressantes parce que finalement analogie, c'est une analogie, c'est-à-dire c'est l'analogie entre la proportion et une façon de s'exprimer quand on dit ce que A est à B, C est à D. Et puis aussi, c'est une opération de l'esprit essentielle. Donc il n'est pas très étonnant ensuite de la retrouver en science, cette opération, à cela près qu'il faut faire une distinction importante entre ce qui est vraiment une analogie et qui est une transposition de rapport, et ce que parfois on appelle analogie, qui est la ressemblance imparfaite entre deux objets. Alors, il y a une formule philosophique qui ramasse cette différence dans une expression à la fois frappante et un peu énigmatique, qui dit une analogie, c'est une ressemblance de relations, c'est une ressemblance entre deux relations qui sont elles-mêmes entre des objets, et ce n'est pas une relation de ressemblance entre deux objets. Ce que je veux dire donc, c'est que l'analogie consiste vraiment à transposer les rapports, le rapport qu'il y a entre A et B à le rapport qu'il y a entre C et D, mais ça n'implique pas forcément que A ressemble à C ou que B ressemble à D, c'est le rapport lui-même qui est identique. Alors pour en venir à notre affaire, c'est une chose donc assez intéressante que de se demander quand on étudie des exoplanètes quel type d'analogie on est en train d'effectuer. Sommes-nous en train de comparer les planètes qui ont été détectées à la planète Terre ou aux autres planètes du système solaire, ou sommes-nous en train de comparer la relation qu'il y a entre l'exoplanète qui a été détectée et puis sa propre étoile, son propre soleil, et les relations que nous pouvons constater au sein de notre système solaire? Ce sont deux façons de faire très différentes. Dans le premier cas, eh bien, on est certes dans un comparatisme qui peut avoir une portée scientifique, mais on en demeure à, on va dire, une conception grossière et superficielle justement de l'analogie, ce qu'on peut appeler une analogie matérielle. Et puis surtout, je l'ai suffisamment expliqué, en fait, on regarde une ressemblance imparfaite. Et puis, dans le deuxième cas, on est vraiment en train d'opérer une comparaison entre des rapports. Alors, on n'est pas encore dans l'analogie formelle au sens le plus strict, dans la transposition d'une équation d'un domaine vers un autre, mais on s'achemine vers un mode de raisonnement qui est plus complexe et qui permet sans doute de mieux maîtriser l'aller-retour qui se trouve dans une analogie. Et c'est là-dessus que je vais terminer. L'analogie a cela qu'elle nous interroge aussi sur la dépendance de nos conceptions à partir de notre point de vue de départ. Je m'explique. Quand on fait une comparaison finalement entre la planète Terre qui abrite la vie et puis Mars,
pourrait-elle abriter la vie ou ne pas abriter la vie? Évidemment, on fait une analogie, mais dans un premier temps, on pourrait dire nous comprenons Mars à l'aune de la Terre, et donc nous percevons Mars comme une Terre ratée, trop petite, ou dépourvue d'atmosphère, dépourvue de bouclier magnétique, ne pouvant donc abriter la vie. Mais il est bien évident que ce qui devient vraiment intéressant, et, philosophiquement, mais aussi dans un certain sens, c'est la pente naturelle du raisonnement scientifique, c'est de se demander ce que, à partir de notre compréhension des conditions ou d'apparition ou de non-apparition de la vie sur Mars, qu'est-ce que ça nous apprend sur justement la façon dont la vie est apparue sur Terre? Autrement dit, quand on commence à comprendre une autre planète et ses relations avec son environnement, eh bien, ça nous permet d'imaginer aussi la singularité de notre point de vue, de notre référentiel, et aussi d'inventer des scénarios. Comment la Terre aurait-elle pu évoluer si telle ou telle chose avait été différente? Donc il y a dans l'analogie une grande puissance qui se révèle en opérant ces allers-retours entre le système de relations de départ, source, et le système d'arrivée cible, et en retournant cette relation pour acquérir un point de vue, je dirais, plus distancié sur notre propre position.